capsule d'apiculture 101, où j'essaie de vous présenter l'apiculture nord-américaine selon la vision des producteurs, puis les problèmes auxquels ils font face, puis comment ils viennent à résoudre ces problèmes-là. Tout d'abord, il faut distinguer l'apiculture conventionnelle de l'apiculture urbaine. L'apiculture urbaine est vastement très similaire, c'est les mêmes ressources, c'est les mêmes hausses qu'on peut voir ici, même structure, c'est juste qu'il y a un peu moins de plantes. On va revenir à ça plus tard. Puis la ruche la plus communément utilisée en Amérique du Nord, c'est celle qu'on peut voir ici. La ruche de type Langstroth qui est faite en compartiment modulaire. Ça permet d'interchanger puis de bouger plus facilement par la part de l'apiculteur, puis de pouvoir l'ouvrir puis de l'inspecter plus facilement aussi. C'est pas nécessairement le milieu qui convient le mieux à l'abeille, mais c'est relativement proche de son milieu naturel, donc ça convient à peu près à tout le monde. Puis en parlant de modules, le premier qui est en haut, c'est le couvercle. En bouvant cette partie-là, l'apiculteur peut accéder à l'intérieur de la ruche sans trop la déranger. Donc c'est conçu pour un accès facile à partir du haut. Ensuite, une partie qui peut sembler un peu simple, c'est de l'entretoit, qui permet de moduler l'humidité, puis circuler les abeilles. On peut voir ici par la flèche que cette encoche-là permet à l'outil de circuler, les abeilles peuvent rentrer et sortir, un peu comme l'air, puis ça peut bouger en fonction de ce que le problème semble être, puisque l'apiculteur semble ou juge semble être la meilleure solution. Ensuite, il y a les hausses. C'est un peu le cœur de la ruche, ça reproduit le milieu naturel des abeilles, un milieu un peu sombre puis serré, dans lequel ici on peut voir qu'il y a des encoches ou des lieux sur lesquels les cadres viennent se fixer. Puis ça peut contenir près de 10 cadres, mais les apiculteurs souvent laissent 9 pour avoir des pains de miel un peu plus épais. Ici on a les fameux cadres qui sont conçus en bois et avec des clous, très simples, très abordables. On peut voir ici sur le côté, il y a une hausse, un rebord. Ça sert à venir se loger, ce qu'on a vu dans les hausses, les espèces de U ou les crochets. Ça permet de venir faire un bon support, puis que ça soit très solide en place, que les abeilles puissent les travailler, puis que l'apiculteur puisse les bouger sans trop de problèmes. On peut voir aussi, il y a un filin d'acier ici qui sert aux abeilles à faire leur premier rayon de cire, leur première cire, qui donne un peu une structure au cadre aussi pour pas trop qu'il soit un peu chambranlant. Puis on peut voir l'aspect, la réalité de ce que c'est d'avoir les cadres qui sont à l'intérieur comme ça, qui sont si propres. C'est le plus gros travail d'apiculteur, c'est ça. C'est de bouger les cadres, de nettoyer, le regarder, le lire, savoir qu'est-ce qui se passe. Puis c'est la différence entre les apiculteurs, c'est ça. C'est la façon dont ils vont réagir. C'est-tu appris, c'est-tu un protocole, c'est-tu quelqu'un qui leur a dit de faire ça. Donc c'est là, c'est la nature humaine qui intervient. Puis dans cette lignée-là de création de transformation de milieu de l'abeille, la grille à reine qui vient se glisser entre les deux hausses. On a vu tantôt, il y a des hausses qui sont plus dédiées au miel ou au couvain. Mais ici, ça permet aux ouvrières de passer du bas vers le haut et du haut vers le bas, mais de laisser la reine en bas sans qu'elle puisse monter en haut. Ce que ça va produire, c'est d'avoir deux hausses séparées. Dans la hausse du bas, on va voir ici, c'est ce que la reine est forcée de rester, elle ne peut pas circuler dans les hausses du haut, donc ici en bas, elle pond toutes ses œufs, puis les ouvrières vont passer en haut mettre le miel. Donc ce que ça fait, c'est que ça concentre le couvain à la même place. Donc c'est plus facile à vérifier, puis à entretenir, plus sain aussi pour les abeilles. Puis en haut de la grille à reine, il y a la hausse à miel, qui elle, on peut la voir ici, est exempte de larves ou d'abeilles en développement. Donc c'est vraiment la grille à reine qui permet d'avoir des cadres super propres comme ça, très rapidement consommables. Puis on peut voir ici, ils sont bien operculés, les cellules sont fermées ou presque, ça veut dire qu'ils seraient prêts à être récoltés. Puis il y a l'équipement minimal qui est depuis plusieurs millénaires, très simple, mais absolument nécessaire. Tout d'abord, le cadre qui permet de retirer les cadres, de gratter la cire, gratter la propolis. C'est un outil très emblématique, sans ça, l'apiculteur ne peut pas accéder à ses ruches, ni les ouvrir. Il y a ensuite le fumoir. Lui, c'est un phénomène très simple. La fumée ou la boucane va simuler un feu. Les abeilles ont une réaction biologique à aller se gorger de miel, puis de faire fi de tous les autres dangers. Donc l'apiculteur a une fenêtre d'à peu près 20 minutes pour ouvrir la ruche, aller vérifier, faire ses processus.
Puis après ça, quand la fumée va s'estomper dans à peu près 20 à 30 minutes, les abeilles vont revenir à leur mode de vie normal. Donc il n'y a pas trop de blessures, et c'est juste pour les calmer et les stimuler. Et la combinaison ici qui est inévitable, puis ce qui fait la différence à nos apiculteurs, souvent, c'est la protection des gants. Parce que si les gestes sont simples, sont calmes, sont sereins, puis s'il n'y a pas d'impact, l'apiculteur peut jouer avec ses mains sans avoir de piqûres d'abeilles. Puis c'est intéressant la colonie, mais au niveau individuel aussi, l'abeille est très particulière. Il y a des castes au sein de la colonie, comme on le sait bien. Ici, je vais souligner la durée de la métamorphose. On peut voir la reine, c'est 16 jours, l'ouvrière 21, le faux-bourdon 24. Sachant que le faux-bourdon, c'est le seul mort de la colonie, puis qui sert uniquement à des fins de reproduction. La reine aussi. Mais on peut voir que sa métamorphose est plus courte, parce qu'elle est plus cruciale. Une colonie ne peut pas s'en dispenser. Tandis qu'un des faux-bourdons, il y en a plusieurs, puis ils en ont besoin un peu moins. Donc on peut voir qu'à l'intérieur, il y a une structure sur l'efficacité. La reine, elle est plus rapide. Ensuite, en continuant sur la reine, ce qui est cool, c'est qu'elle peut s'interchanger d'une colonie à l'autre. S'il y en a une qui est morte ou qui est trop vieille ou peu importe, on peut y intégrer une autre. Puis si les ouvrières l'acceptent, et vice-versa, ça devient une nouvelle colonie, puis elle se fait accepter. Donc elle devient la nouvelle reine. Fait qu'ils ont moyen de faire des échanges comme ça entre différents producteurs puis différents pays, d'obtenir sa propre lignée. Par la suite, à la case des ouvrières, de loin la plus nombreuse, qui correspond à faire la ruche en tant que telle, à faire la cire, le miel de récolter. Au niveau physique, au niveau du nombre, c'est elle qui fait la masse des abeilles. Puis ensuite, ce qui est intéressant à souligner, c'est les tâches sont attribuées à l'abeille en fonction de sa durée de vie. Elle commence à l'émergence, à gauche. Ensuite, elle devient ménagère, elle nettoie les cellules. Après ça, par la suite, elle devient nourrice. Elle apporte la nourriture aux ouvrières et aux larves. Ensuite, elle devient servante à la reine. Elle la nettoie, puis elle l'aide à s'alimenter. Ensuite, elle devient magasinière, c'est-à-dire qu'elle reçoit le miel des butineuses. Après être magasinière, elle devient gardienne. Elle reste proche des entrées puis des sorties pour faire l'affût pour tous les prédateurs, faire peur. Ensuite, elle devient butineuse, un job risqué qui implique de sortir de la ruche pour aller chercher du pollen puis le ramener, qu'elle est une magasinière. Puis après avoir été butineuse, les abeilles peuvent devenir une éclaireuse, qui est déjà le plus risqué de toutes, d'aller le plus loin puis de trouver des nouvelles tales de fleurs pas encore exploitées par la colonie. Puis les abeilles, c'est comme ça qu'ils se passent le pollen. Par exemple, ici, on peut soupçonner que c'est une butineuse qui donne du miel à une magasinière qui va le mettre dans la ruche. Pendant ce temps-là, elle a pu retourner tout de suite chercher d'autres fleurs, puis donner son miel, puis continuer chacun son bord. Puis la dernière des castes, le faux bourdon, le mâle, qui est là uniquement en temps de reproduction. C'est intéressant de savoir que ses yeux sont immenses, juste pour trouver des princesses et d'autres reines. On peut comprendre sa vie très éphémère, uniquement pour la production. Ils peuvent même pas s'alimenter eux-mêmes. Donc les ouvrières les nourrissent, puis quand les temps deviennent difficiles, ils vont souvent chasser les faux bourdons par défaut de nourriture. Puis ils sont souvent un vecteur du varroa, qu'on va voir d'ici peu. D'autres maladies qui sont pas le varroa, qu'on va voir aussi. Le varroa destructor, c'est un parasite qui vient d'Asie, qui s'alimente principalement des faux bourdons. Après avoir été importé en Europe et en Occident, dans les grandes productions apicoles industrielles, le varroa s'est propagé à nos abeilles, aux abeilles européennes qui sont un peu moins vigoureuses. Puis ça s'alimente du gras sur l'abeille, puis elle peut pas vraiment lutter contre ça elle-même. Donc il y a deux options. Le premier traitement, c'est un traitement à l'acide formique qui est fait régulièrement à petite dose au cours de l'été, comme un traitement préventif si on veut bien étaler. Ensuite, il y a l'acide oxalique qui lui est expéditif et un peu plus agressif dans les cas les plus sévères et en fin de saison, quand on veut être absolument certain de réduire toute la présence des varrois qui pourraient tuer la colonie pendant l'hiver. Ensuite, il y a la nosémose qui, elle, c'est une maladie fongique du système digestif. Ça a tendance à affaiblir les abeilles. Ça ne va pas nécessairement tuer les abeilles directement, mais d'autres choses qui vont les tuer par la suite. Donc c'est pas très souhaitable, mais on peut contrer ça avec des fongicides autorisés, sans nécessairement endommager la ruche elle-même. Ça, contrairement à la magie fongique qu'on a vu tantôt, c'est une bactérie. Donc un seul individu ou une cellule peut se propager à l'infini puis causer d'autres problèmes. Donc le seul moyen de résoudre ça, c'est la destruction,
à simplement parler. Puis après avoir tout essayé comment faire, tout ça, ça se peut que la maladie cause des pertes. Puis le seul moyen d'entrer ça, c'est de créer des nouvelles cellules, créer des nouvelles colonies. Puis pour créer ça, ça appelle ça le nucléi. Le nucléi contient essentiellement une reine, des cadres, du pollen puis du miel, probablement des ouvrières aussi en petite quantité. C'est les ressources minimales qui sont jugées pour qu'une reine puisse continuer à exister, propager, faire d'autres œufs, puis que la colonie puisse grandir. C'est le minimum pour créer des nouvelles colonies. Ensuite, on a au niveau commercial, en Amérique du Nord, ça s'appelle le nourrissage de sirop liquide, parce que dans leur sortirant du miel, les abeilles ont une carence alimentaire, puis cette carence alimentaire, selon de la contrer, c'est leur donner d'autres calories. Donc c'est du sirop qu'on leur donne pendant l'année, ou souvent après le miel, puis avant l'hivernage pour donner une réserve pour pas qu'ils meurent de faim ou de famine. Ensuite, à l'hivernage, je mentionnais un peu plus tôt, on vient isoler les ruches, parce que, comme on mentionné, ils viennent pas d'Amérique du Nord, ils viennent d'Europe. Donc ils sont pas familières ni adaptés à l'hiver très rude d'ici. Puis ils rentrent pas en dormance, donc ils consomment du miel, puis ils sont conscients tout le long d'hiver, il faut les isoler leur cabane pour ça. Donc on a des méthodes de construction assez élaborées pour être sûr qu'ils survivent l'hiver. Puis il y a des produits à grande échelle qu'on peut suturer de la ruche. Par exemple, à gauche, on a la propolis, qui est de la sève ou de la résine que les abeilles vont mastiquer, puis qu'on vient colmater à l'intérieur de la ruche pour faire un ciment ou un mortier, quasiment comme un plâtre, pour rendre la construction très très solide. D'où l'usage du lèvre-cadre par l'apiculteur pour entrer dans la ruche. C'est la propolis qui rend ça très difficile. Ensuite, il y a la sève qu'on connaît bien, qui peut faire des matériaux de cire ou des savons, peu importe. Ensuite, il y a le miel qu'on peut consommer. Puis quand on arrive au miel, c'est un cadre qui est jugé convenable. Les cellules sont operculées, pardon. Donc on voit que les abeilles ont décidé de fermer les cellules qui sont saturées. C'est à ce moment-là qu'on peut les récolter. Après ça, on fait maturer le miel un certain temps pour réduire sa teneur en eau de 17 à 18% pour assurer que quand il sera dans le contenant, il ne va pas fermenter. Donc il y a cette valeur d'eau-là très clé à ne pas dépasser. Après ça, on procède à la déperculation, qui est de retirer la pellicule de cire et de ramener le miel liquide à travailler. À droite ici, on peut voir une photo d'une cellule qui sont inclinées à 13 degrés. Donc verticalement, le miel ne va jamais tomber. Mais si on le change de bord puis les operculés, en tournant dans la machine centrifuge ici à gauche, tout le miel est libéré. Un autre processus qui est crucial, c'est la maturation des décantations. Quand il y a plusieurs cadres de plusieurs hausses, de plusieurs ruches, qui vont tous dans le même bassin, il faut laisser un certain temps pour qu'ils se mélangent, puis que ça vienne un sirop, bon, un concentré, un mélange global, homogénéisé. Ensuite, les aspérités vont flotter au-dessus, il va être un peu plus propre. Après ça, on peut procéder à l'empotage, qui va durer, vu que sa teneur en eau est réduite, il va durer presque éternellement. S'il cristallise jusqu'à le chauffer, puis il va devenir comme du miel, comme avant. Puis l'apiculture urbaine, on va expliquer pourquoi la distinction entre l'apiculture standard. C'est pas toutes les plantes sont égales pour nourrir les abeilles, il y a différentes qualités. Par exemple, il y a des valeurs standards comme le trèfle qui est à 8 hectares et la lavande à 1 hectare, c'est des outils de référence. Puis on sait que c'est pas toutes les plantes qui fournissent le même apport. Donc il faut prendre ça en considération de l'apiculture urbaine, parce que la surface est très 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 limitée. Comme on sait, les villes ont besoin crucial de verdissement. Il manque de fleurs pour toutes les abeilles, puis on sait que celles qui sont déjà implantées ont déjà de la misère. Donc il faudrait verdir encore plus, puis réduire le nombre d'abeilles ou réduire le nombre d'abeilles dans les colonies elles-mêmes. Puis on est témoin aussi depuis plusieurs années l'écroulement des populations, qui est dû principalement à la négligence environnementale de notre part, au niveau de l'agriculture principalement. La pollution des cours d'eau, les abeilles ils fréquentent les champs, les cours d'eau, partout ce que la pollution se répand, les abeilles ils se propagent aussi. Donc si les abeilles vont mal, l'environnement va mal. Puis j'espère que cette capsule-là vous aura intéressé sur l'apiculture. C'est expéditif, très rapide, peut-être vous avez appris quelque chose. Merci.